Donc, ce sera la communication de M. Habib Kasbahri. Habib Kasbahri est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Tunis, la Manouba. Ses axes de recherche portent sur l'histoire contemporaine de la Tunisie et du Maghreb, l'histoire du mouvement communiste, l'histoire des minorités et des communautés de Tunisie, et plus particulièrement la communauté juive et la communauté grecque orthodoxe de Tunisie. Il a également mené des recherches sur l'histoire du tourisme au cours de la période coloniale. Il anime l'axe sur les relations entre histoire et mémoire des communautés, mémoire des lieux, au sein du laboratoire de recherche Régions et ressources patrimoniales de Tunisie, dirigé par le professeur Abdelhamid Larguesh. Élu depuis le mois de juillet 2011 au poste de doyen de la faculté des lettres, des arts et des humanités à l'université de Tunis, la Manouba, il va nous parler d'un sujet qu'il connaît bien, et d'ailleurs je peux dire qu'il était même peut-être superflu de le présenter à l'école française d'Athènes, parce que la collaboration est déjà ancienne maintenant. Et donc il va nous parler de la question des sources de l'histoire des Grecs de Tunisie, donc un sujet qu'il connaît bien puisqu'il travaille dessus depuis au moins une vingtaine d'années. Donc je vous cède la parole. Oui, merci Basma. Pour cette occasion, sauf moi, donc, depuis un certain nombre d'années, je viens régulièrement à Athènes pour un peu livrer ce que le résultat de recherche fait en Tunisie et aussi ce qui importe le plus important, aussi de comparer ou bien de voir, d'échanger des regards sur ce rôle. Tout à l'heure, mon collègue égyptien disait à la fois ce double rôle de ces communautés et ces minorités entre le positif et le négatif, c'est-à-dire dans le regard, la perception. Évidemment, en tant qu'historien, tout est positif, il n'y a pas de négatif. Et j'aimerais tout d'abord, parce que je ne vais pas reprendre mes travaux, donc ils sont publiés. D'autres ne le sont pas encore, puisque la dernière fois où j'ai participé, c'était ici, c'était 2006. Un colloque donc, sur... j'ai essayé de voir les prolongements de la grande catastrophe, donc, au moment de l'évacuation des Grecs de Smyrne, donc, quels étaient les prolongements, aussi bien en Tunisie, chez la communauté grecque, que chez les Tunisiens, donc, dans le contexte colonial. Mais ce qui m'intéresse, évidemment, ces recherches ont été reproduites sous forme d'un dépliant. C'était à l'occasion de la visite du patriarche d'Alexandrie au mois de juin dernier. Pour dire que aujourd'hui, qui s'intéresse à cette histoire, j'ai compris que c'était traduit par l'Église orthodoxe. Et je ne sais pas ce que, évidemment, il nous appartient à la communauté scientifique et de recherche aussi d'échanger, de créer un réseau. J'espère que c'est un peu l'objectif de ces journées, d'échanger, de connaître un peu ceux qui travaillent sur ces communautés aujourd'hui, en tout cas en Afrique du Nord, je parle, ces communautés donc, pratiquement il ne reste plus grand chose donc, au niveau humain. Donc, il y a un renouvellement évidemment suite à d'autres histoires entre les hommes et les femmes, mais je parle de la communauté qu'a connue la Tunisie, notamment à l'époque ottomane, à partir du XVIIe siècle. Les traces qui restent, c'est surtout le patrimoine architectural religieux. Aujourd'hui, c'est le principale trace sont les 3 églises orthodoxes à Tunis, à Sfax et à Djerba. Donc, ce sont les 3 églises qui constituent les monuments qu'on peut voir, mais souvent qu'on ne connaît pas. Donc, on n'arrive pas. Donc, nous sommes en plein cœur de Tunis, donc 5 rues de Rome, mais peu de gens, souvent lorsque je vais avec mes étudiants, je
le premier exercice à faire, c'est que je m'installe avec les étudiants pour interroger les passants, pour leur dire c'est quoi ce bâtiment. Comme l'endroit se trouve derrière la cathédrale catholique, souvent, donc les gens disent ou bien c'est l'annexe ou bien c'est le... Mais en tout cas, jamais une réponse claire. C'est toute recherche, enfin, ce sont les idées que c'est-à-dire que les recherches, comme je l'ai dit, sont publiées, mais j'essaie de discuter avec vous des questions dans quel contexte ces recherches sont menées. Et le départ, comme elle vient de le rappeler, au début des années 90, c'était un moment de développement du mouvement identitaire réclamant que la Tunisie était seulement arabe et musulmane, et que c'est un mouvement qui a prolongé également une écriture de l'histoire nationale au lendemain de l'indépendance, ce qui fait toute l'histoire de ces communautés, de ces minorités, qui ont marqué bel et bien pendant des siècles, sont passées dans les marges. Parce que, comme il y a eu un mouvement de départ qui a suivi l'indépendance du pays en 1956, donc il y a eu, comme le dit Maurice Halbwach, c'est-à-dire il y a une relation entre la mémoire et le groupe. C'est-à-dire la mémoire ne peut pas survivre, ne peut pas résister lorsqu'il n'y a plus de groupe qui la supporte, qui supporte cette mémoire-là. Et c'est un peu dans ce contexte-là, c'était la réponse des universitaires qu'on connaît maintenant. Il y a un champ, l'école historique tunisienne, qui se développait sur l'histoire, la grande histoire, mais c'est le moment de développer des recherches et une connaissance, non plus seulement parce que la minorité la plus remarquée en Tunisie, en dehors des musulmans, c'est les juifs, et souvent nous trouvons que seulement les juifs, ou bien sont originaires de cette communauté, qui écrivent cette histoire. J'ai remarqué aussi la même chose il vient de rappeler le collègue égyptien, c'est souvent les Grecs originaires d'Égypte, c'est eux qui écrivent cette histoire-là. Donc comme si c'était l'apanage, chacun écrit l'histoire de sa communauté. Et je ne pense pas que c'est... Évidemment, ça peut développer la recherche, mais il faut que pour que l'histoire devienne une science, donc c'est-à-dire c'est aux universités dans nos pays arabes aujourd'hui qui doivent prendre en charge tous les pans de l'histoire, et cette église qui existe toujours en plein centre de Tunis mérite bien d'être connue par tous les Tunisiens, tous ceux qui, bien, du moins, au moins ceux qui fréquentent les universités tunisiennes. Un peu, j'ai voulu dire un peu le contexte de départ de cette recherche sur les communautés et minorités en Tunisie. Et je pense, à travers notre laboratoire qui s'appelle Régions et ressources patrimoniales, nous avons ancré un champ de la recherche qui s'appelle l'histoire des minorités en Tunisie. Donc c'est un champ qui fait partie de l'histoire générale de la Tunisie, et qu'il reste ces communautés ou ne reste pas, il n'y a aucune raison pour que ces groupes humains, avec tout ce qu'ils ont représenté au niveau de la modernité, le rapport à la modernité, parce que c'est la même chose, donc j'entendais tout à l'heure les mots, les fonctions qui faisaient à peu près, ce sont les fonctions qui étaient faites en Tunisie, aussi bien pour l'industrie, ou bien pour l'équivalent de la banque, c'est-à-dire les finances, la fiscalité, l'agriculture, l'introduction d'un certain nombre, également la pêche. Donc ce sont à peu près les mêmes fonctions attribuées à ces communautés, et donc ça veut dire qu'ils avaient une réelle place dans l'histoire du pays, parce que si la majorité n'en avait pas besoin, elle aurait pu à tout moment les mettre dehors, mais
Au contraire, aujourd'hui, c'est de la mémoire. Aujourd'hui, pour distinguer le bon produit du mauvais produit, on dit qu'il est importé. À l'époque, on disait qu'il est fait chez le juif, ou bien il est chez le grec, ou bien chez l'italien. Donc c'est une marque, donc c'est une marque de reconnaissance que ces groupes minoritaires avaient une place dans l'histoire du pays. Donc c'est ce que j'ai essayé, ou bien le background de ces recherches, c'est de montrer toute la place occupée. En réalité, on peut dire que l'histoire de ces minorités, c'est le regard sur l'histoire globale par le trou, je ne dirais pas de la serrure, mais c'est par le prisme de ces minorités. Donc en fait, c'est un regard porté sur l'ensemble, mais à partir de ces groupes, ou bien ce que l'historien tunisien Youssef Balanci appelle donc les éléments de la mosaïque tunisienne. Donc ce sont des parties d'une grande mosaïque fresque qui est la Tunisie. Et si, vous savez, dans une mosaïque, c'est fait de plusieurs petits morceaux, mais il suffit que l'un ou deux soit enlevé, que la mosaïque ne porte plus la même beauté qu'elle avait, même si c'est tout à fait petit. Donc c'est dans cet espoir, ou bien cet esprit de vouloir écrire une histoire globale qu'est né ce champ de la recherche portant sur les communautés. Évidemment, ça ne se passe pas facilement, notamment pour la communauté juive, puisque de toute façon, il y a des raccourcis qui se font. Faire l'histoire des Juifs de Tunisie, c'est une manière dans la pensée de certains, c'est de glorifier Israël. Je ne vois pas aucun rapport entre étudier l'histoire de son pays et l'histoire il n'a jamais été question d'étudier, mais c'est des raccourcis qui se font chez les esprits, comme vous savez, esprit chagrin ou bien esprit esprits. Donc voilà donc un peu ce contexte-là. Quels sont les outils qu'on utilise? Évidemment, dans ce maillon, c'est souvent les documents provenant de la communauté elle-même qui nous manquent. C'est-à-dire, les recherches que j'ai menées se basent sur les archives tunisiennes. Les archives tunisiennes, les archives nationales contiennent des dossiers sur ces Grecs, mais ils fournissent des informations importantes, aussi bien pour la période avant la colonisation, avant 1881, que pour la période d'après, durant la période coloniale, où ces archives ont été encore plus organisées, puisque l'administration a été beaucoup plus modernisée. Mais le problème dans ce genre d'archives, c'est que c'est des archives de l'administration. C'est-à-dire, vous ne trouvez des traces que lorsque la personne membre de la communauté grecque a des problèmes, ou bien notamment l'archive de la police, c'est-à-dire lorsqu'il y a une bagarre, ou bien quelqu'un qui n'a pas voulu remettre de l'argent, donc qu'il avait emprunté d'un financier grec, ou bien lorsqu'il y a une bagarre dans une taverne. Donc c'est à ce moment-là, donc l'histoire, et je l'ai vu, qui fait partie de l'histoire aussi, mais par l'histoire des problèmes, et non pas l'histoire de la communion et des relations, parce qu'un barman donc, qui peut tenir pendant, je ne sais pas, 10 ans, donc il peut avoir sur les 10 ans 5 affaires de quelqu'un qui ne veut pas payer, ou bien, mais est-ce qu'on va réduire l'histoire des relations entre les deux comme étant une histoire continue de bagarre? Donc, évidemment, l'autre source, évidemment, l'histoire des archives françaises. Nous disposons de beaucoup de documents, mais souvent, il y a le côté suspicieux, c'est-à-dire parce que durant la période coloniale, il y a eu un réel effort
de naturalisation de ces communautés, parce que la France avait un grand problème avec les Italiens en Tunisie. C'est-à-dire pendant 50 ans, le nombre des Italiens était de loin plus important que le nombre des Français. Et rappelons à l'époque, nous étions en pleine Italie mussolinienne et il y avait même une revendication de la Mara Nostra que la primauté historique de l'Italie, prenant l'histoire romaine, que Mussolini doit réoccuper ou bien et chasser les Français. Donc il y avait, et comme il y avait un manque à gagner au niveau du nombre, la France, c'est la France qui occupe, mais c'est l'Italie qui est plus présente au niveau du nombre. Donc il fallait trouver une solution. On va c'est-à-dire on va s'intéresser à toutes ces communautés pour essayer de les naturaliser, c'est-à-dire de leur donner la nationalité française. Et évidemment, ça ne s'est pas passé d'une manière facile, parce que aussi bien chez les musulmans que chez les juifs, que chez les grecs, il y avait des tiraillements. Est-ce qu'on est... dans un de mes articles, j'ai étudié la triple identité des Grecs de Tunisie, parce qu'ils s'étaient à la fois attachés au patriarcat d'Alexandrie du côté un peu religieux, à l'État grec, aussi à la France. Donc il y avait une triple identité et il y avait tout un débat. Et la France s'intéressait, bien les autorités françaises s'intéressaient à ce qui se passait au niveau de la communauté. Donc c'est un regard, évidemment, du côté français. Le regard qui nous manque, là le problème c'est ce que j'ai posé à Basma encore une fois, puisque j'étais à plusieurs reprises ici, à l'école, bien dans le cadre d'une bourse en assiste, donc en 99-2000, c'est toujours le problème du ministère des Archives historiques, du ministère des Affaires étrangères de Grèce, le prétexte qu'ils ne sont pas organisés, parce que je trouve toujours qu'il est impossible qu'un consulat puisse rester pendant des décennies et qu'il n'a, comme tous les consulats du monde, donc ils envoient des documents à quelque part. Donc, ils sont, et jusque-là, on ne connaît pas le sort en tout cas, ils ne sont pas ouverts au public d'une manière organisée. Donc, à chaque fois, on vous demande qu'est-ce que vous voulez chercher. Qu'est-ce que vous voulez chercher? On ne me pose pas la question. Lorsque je vais à Nantes ou bien dans toute archive moderne, on me donne un répertoire. On me dit voilà ce que nous avons. Parce que je ne vais pas chercher à connaître les archives secrètes. Je cherche à connaître les archives disponibles qu'on peut livrer mais, au public. Donc, évidemment, les traces, donc, j'ai voulu soulever ce problème, je pense que ça pourrait être l'objet de voir ce que nous pouvons faire, mais maintenant, les traces réelles que nous trouvons, donc je disais là, il s'agit de l'église de Tunis, évidemment, la grandeur ou ce que représente le bâtiment, donc on peut avoir une idée de ce qu'était la communauté, de l'opulence, ce qu'elle avait comme richesse, donc, et on le voit bien. Donc également, il y a certaines inscriptions importantes. Donc là, vous voyez, en 1847, et c'est un document très important parce que ça retrace une période de l'histoire de la communauté après l'indépendance de la Grèce, donc 1830, jusqu'à l'établissement d'un consulat qui s'est fait en 1880, donc à peine une année avant l'établissement du protectorat français. C'était la période où la communauté vivait, on ne lui reconnaissait pas un statut en lien direct avec la Grèce, mais il était sous le régime de protection. Et là, c'est une plaque qui est offerte par le consul anglais à Tunis. Et ce sont des documents là, que nous trouvons qui peuvent être la base de voir l'importance acquise par aussi bien la France, la Grande-Bretagne que la Russie auprès de cette communauté. Donc il y a
des sources encore à voir, à rechercher aussi bien à Londres, à Moscou. Donc c'est une indication, une autre piste à voir pour cette... également, là j'ai montré deux phases. Donc là, c'est des monuments qui existent dans les jardins de l'église. Donc là, c'est en rapport avec la participation des Grecs au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une piste aussi qui peut, donc à partir de ces traces matérielles, donc là, voilà donc l'entrée de l'église, mais aussi une autre image. Mais ce qu'il y a encore d'intéressant, c'est de faire aussi, je ne sais pas, de par ma formation d'historien, enfin, on s'est occupé plus de l'histoire politique, l'histoire, mais nous manquons de... Mais c'est un appel à ce qu'on s'intéresse aux icônes, et il y en a au moins une centaine d'icônes à l'intérieur de l'église de Tunis et de l'église de Sfax, et que peut-être une collaboration, une coopération avec des collègues grecs, et surtout d'historiens de l'art, qui peut nous faire remonter l'histoire de ce tableau et à quel moment, ces icônes, à quel moment ils ont été faits. Et de toute façon, pour celui-là, nous avons des indications qu'il a été fait en 1794 à l'occasion de l'assassinat d'un grec. Donc c'est pour commémorer donc, sa mémoire, il a été fait. Malheureusement, il n'est plus en bon état, mais il y a aussi toute une restauration à mener. Aussi c'est des tableaux qu'il faut, parce qu'il y a une histoire d'église Saint-Georges qui a été construite, donc nous voyons là, celle-là, donc 1901, mais c'est sur l'endroit d'un ancien cimetière, Saint-Antoine, parce que nous sommes en plein centre de la ville. On a fait sortir ou bien changer de place tous les cimetières, et là, l'église qui existait à l'intérieur de la ville, à l'intérieur de la Médina, a dû changer de place. Donc j'imagine qu'il y a eu, donc on a fait déplacer également ces icônes. Donc il y a toute une histoire de la communauté qui pourrait se faire à travers ces icônes. Donc là aussi, lieu c'est un cimetière, donc c'est le cimetière grec, et ce cimetière aussi c'est une mine d'informations sur la communauté. Évidemment aussi beaucoup de traces qui s'effacent, mais la conservation n'est pas... Mais en tout cas, il y a toute une histoire, parce que, c'est-à-dire il faut... à vrai dire, je n'ai pas fait un travail systématique, mais les occasions où j'ai pu voir, j'ai vu deux types de cimetières, de temples, c'est-à-dire des temples provenant du premier cimetière se trouvant au centre-ville, là où se trouve aujourd'hui l'église, et les tombes qui ont été des inhumations postérieures, c'est-à-dire au changement de l'endroit. Il y a des fois que les inscriptions sont vraiment lisibles. Et là, je parle d'une deuxième communauté, c'est celle de Sfax. L'image, donc vous voyez donc, au fond, c'est les murailles de la ville de Sfax et l'église grecque. Et juste à côté, c'est le port, et c'est indien avec les éponges. Donc alors que la première c'était directement avec l'Empire ottoman, c'était des commerçants ou bien des hommes politiques qui faisaient le gros de cette communauté de Tunis. Ceux de Sfax et de Djerba sont liés à l'histoire des éponges. Et cette histoire des éponges, c'est surtout les origines, c'est Kalymnos et les îles de Doucanès. Donc c'est une autre histoire liée à l'introduction. Donc vous voyez là, c'est aussi à la fois c'est un métier, mais aussi un commerce, et toute une histoire à reconstituer. C'est dans le deuxième article que j'ai fait, les Grecs de Sfax à l'heure des choix, parce qu'ils sont restés même après l'indépendance, et c'est lié à la crise aussi des éponges au niveau international, à ce commerce aussi, parce qu'il y a une forte exploitation des bandes d'éponges
du sud tunisien que cette activité a périclité. Donc c'est lié aux éponges. Là, toujours, nous sommes à Sfax. Les bateaux, c'était une véritable colonie donc, de Grecs spécialisés, alors qu'ils venaient avant d'une manière saisonnière d'Hydra et de plusieurs autres îles, de Kalymnos, à Sfax, oui, et à Djerba. Et puisque Sfax, l'importance de Sfax, c'était un port, c'est le deuxième port, était parfois au niveau de la... C'est plus important que Tunis pour un certain nombre de produits, notamment pour les phosphates et pour l'huile. Et le troisième produit qui était exporté, qui servait, c'est les éponges. Donc c'était l'importance, non pas seulement pour la pêche, la cueillette des éponges, mais aussi pour la commercialisation à travers, c'était un lieu d'exportation des éponges à travers le monde. Donc là, toute une vie qui va se développer à travers, dans cette église, donc les personnages qu'on voit ici, en 1931, c'est la visite de Miltios II, le patriarche d'Alexandrie, à Sfax en juillet 1901. Il y avait des visites régulières, mais aussi, vous le voyez, pour ceux qui liront les travaux, la visite était pour résoudre une grave crise au sein de la communauté entre deux tendances qui se dégageaient, entre l'appartenance à la communauté d'origine, c'est-à-dire au patriarcat d'Alexandrie, et il y avait le détachement qui commençait à se faire, qu'on peut devenir français, mais ayant une souche, ou bien un lien, ou bien une forme religieuse grecque orthodoxe, ou bien catholique, ou bien protestante. Donc ces images sont aussi une source importante pour l'étude de cette communauté. Donc c'est toujours les mêmes... là, aujourd'hui, si vous avez bien vu, donc il y a un changement. Vous voyez, donc là, c'est au niveau de la cloche. Donc après l'indépendance, il y a eu donc des transformations au niveau du bâtiment. Et aujourd'hui, elle est là, mais pratiquement, il n'y a plus aucun grec. Le dernier grec qui s'est occupé de cette église, il est parti de Sfax en 1997. La rue qui se trouve juste à côté s'appelle toujours la rue d'Athènes. Et l'église, un peu, cette année, elle a une partie de son toit s'est effondrée et ça constitue un événement. Donc on pensait, quand la Tunisie passe par un moment difficile, on pensait que c'était un acte malveillant, mais en réalité c'est le temps qui passe. Donc c'est toujours cette église qui était jadis bien entretenue. Là aussi, donc c'est ces familles, des photos que j'ai pu avoir. Et évidemment, l'autre source aussi qui peut être, je fais le lien, c'est les récits de vie. Et je pense que à travers donc, cette relation qui s'est établie, donc je dispose aujourd'hui de dizaines d'interviews faites aussi bien chez les descendants ou bien chez même des personnes eux-mêmes qui avaient vécu à Sfax et à Tunis. Et aussi, donc c'est une matière, donc je dois continuer donc, à puiser de ce qu'on appelle l'archive orale ou bien source orale, mais aussi donc, suite à des interviews enregistrées, mais également j'ai réussi, je pense que ça va apporter beaucoup à l'histoire, donc à pousser un des derniers Grecs de Tunisie, c'est Laris Kindinis, donc un Grec de Djerba. Après l'avoir tellement intéressé à lui dire que vous allez écrire une histoire peu connue, donc on a réussi à ce qu'il fasse du rivage des Sirtes aux îles du Grand Océan, parce qu'en fait il a passé 50 ans, il est toujours vivant, entre Djerba et l'hôtel qui s'appelle toujours l'hôtel Lotus, donc ça rappelle un peu ce passé grec, et il est un des fondateurs de la chaîne Club Med
Donc il a participé donc, pour dire... voilà, donc je voudrais m'arrêter pour dire que ce qui m'intéresse, au-delà de cette présentation des grandes lignes de ce que j'ai fait moi-même, c'est comment chercher à des collaborations, des coopérations entre collègues pour qu'on puisse, c'est-à-dire il y a encore des choses, aussi bien à Athènes, avec les archives, malheureusement je ne connais pas la langue, donc le grec, donc ce sont des limites, mais aussi, peut-être aussi, pour ce que j'ai montré, tout un patrimoine au niveau des icônes, au niveau du patrimoine lui-même, donc aussi bien du cimetière que de ces églises-là. Il mérite encore à ce qu'ils soient encore exploités pour une meilleure connaissance de cette communauté grecque de Tunisie. Je m'arrête là et je serai ravi d'avoir vos questions ou bien interrogations. Merci.